Auriez-vous préféré rester tunisienne au cas où vous ayez eu le libre choix? Amis de Tunisie, de France et de Navarre, aujourd'hui je vous propose un épisode un peu différent des autres, car à l'occasion de la Journée internationale de la lutte des droits de la femme, j'ai choisi de vous parler de cette femme, franco-tunisienne, née en 1927 à La Goulette, fille d'une famille modeste dans un pays colonisé. Elle a grandi dans un monde qu'elle a très vite perçu comme coupé en deux, d'un côté ceux qui opprimaient, de l'autre les humiliés, les offensés, les victimes, les colonisés, les femmes, les pauvres. Elle s'est mise du côté des victimes par conviction et a ainsi passé 70 ans à œuvrer à rééquilibrer ce monde. Elle s'appelait Kezia Tayeb et le monde l'a connue sous le nom de Gisèle Halimi. J'ai l'impression que les choix que j'ai faits quand j'étais toute petite fille, à 10 ans, ils sont les mêmes aujourd'hui, quand je me bats pour les femmes. Très tôt, j'ai eu le sentiment, parce que je l'ai vécu, d'un monde coupé en deux. En réalité, son premier combat n'est pas féministe, il est anticolonial. Elle défend les indépendantistes tunisiens, puis les militants algériens que la France coloniale veut condamner. Auriez-vous préféré rester tunisienne au cas où vous ayez eu le libre choix? Probablement. Je crois. Probablement parce que j'ai été très intégrée à la lutte de ce pays. En 1960, elle reçoit le dossier de Djamila Boupacha, une jeune militante algérienne, arrêtée, torturée, violée par l'armée française. Elle choisit de dénoncer un système entier. Ce combat devient un récit d'une lutte acharnée pour la dignité humaine contre la barbarie d'État. C'est dans ce cadre qu'elle contacte Simone de Beauvoir et ensemble elles créent un comité et rallient Sartre et Aragon. Elle force la France à regarder ce qu'elle fait en son nom. Djamila échappe à la peine de mort et Gisèle Halimi comprend quelque chose ce jour-là. L'injustice, le mépris, le racisme font réfléchir sur le colonialisme. Mais fondamentalement, les femmes étaient encore plus opprimées que les opprimés politiques. Alors une carrière d'avocate au barreau de Tunis d'abord, puis au barreau de Paris à partir de 1955. Vous avez notamment défendu des inculpés de l'UFLN pendant la guerre d'Algérie, des militants, mais aussi des femmes poursuivies à l'époque pour avoir avorté, des écrivains, Sartre, Simone de Beauvoir. Avec elle, avec Simone de Beauvoir, vous créez en 71 le mouvement Choisir pour la défense des droits des femmes. Nous sommes en 1971. En France, avorter est un crime. 1 million de femmes avortent chaque année dans la clandestinité. Les riches partent vers la Suisse et les pauvres risquent leur vie ou la prison. Gisèle Halimi ne dissociait pas ses engagements féministes d'autres combats. Elle rappelait que c'était toujours les plus pauvres qui subissaient. Elle signe le manifeste des 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté pour forcer le débat. Puis vient Marie-Claire, 16 ans, violée, enceinte, ayant avorté clandestinement, dénoncée par son propre violeur. Gisèle Halimi entre dans ce tribunal avec une stratégie révolutionnaire. Elle ne vient pas plaider la clémence, elle fait le procès de la loi elle-même. Et elle dit au juge, c'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement, cette classe des sans-argent qui est frappée. C'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation, qui fait jurisprudence, est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. En 1978, elle défend 2 jeunes femmes victimes de viols collectifs au procès d'Aix-en-Provence. À cette époque, en France, le viol est un simple délit, pas un crime. C'était pas suffisamment important, au fond, comme infraction pour avoir les honneurs de la cour d'assises. Et ça a été systématiquement correctionnalisé, ce qui est, bon, contre la loi, tout ça, mais ce qui est un signe de culture, un signe de mépris de la femme, parce qu'on était jugés, les violés venaient dire ce qui leur était arrivé entre un accident d'auto et une paire de gifles. Elle refuse le huis clos, elle médiatise et convoque des écrivains, des femmes politiques de tous bords à la barre. Elle force la société à regarder. Grâce à elle, le viol a été redéfini dans la loi et qualifié de crime. Encore des lois changées dépendent du monde rééquilibré. Et derrière chaque procès, la même obsession. Comme elle le disait, l'indépendance économique, parce que la dépendance économique, c'est ce qui fait que si vous êtes une femme battue, vous n'avez nulle part où aller. L'indépendance économique, c'est le refus de la violence. Et avant de nous quitter, j'aimerais rappeler ces 3 mots à elle, celles qu'elle ne cessait de répéter jusqu'à la fin de sa vie. Indépendance économique, dignité, ne vous résignez jamais. En ce 8 mars, je voulais parler de Gisèle Halimi, cette fille de la Goulette, celle qui a vu le monde coupé en deux et qui a passé sa vie à se battre pour le faire aller mieux. Parce qu'au-delà de son combat
Pour le féminisme, ce que je retiens également, c'est son combat global pour la dignité de tous. Je me permets de rendre hommage à toutes celles et ceux qui mènent des combats pour le droit des femmes et qui œuvrent à rendre ce monde un peu meilleur. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode spécial de Comme etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous, suivez-nous et comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Allez, ciao!